Et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons tous les êtres humains qui sont passés sur cette terre depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, depuis que nous sommes devenus une humanité à part entière, particulière. Chaque être humain qui est passé sur cette planète a travaillé sans le savoir, a donné sa vie entière, son existence, à cette œuvre incroyable dont on n'a pas encore pris conscience, dont l'humanité n'a pas encore pris conscience. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors, la chrysalide est difficile, elle est longue, elle est pénible, elle inclut tout ce qu'on vit de façon négative, c'est-à-dire nos pathologies. La transformation d'un primate naturel en un humain abouti entraîne la naissance de tout un tas de pathologies. Voilà, le narcissisme, etc., les psychopathologies, etc. Eh bien, elles sont la conséquence de cette transformation, par exemple. L'antagonisme, la violence, la guerre, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, toutes ces tendances qui découlent de nos origines et que nous avons sophistiquées d'une certaine façon, qui se sont mélangées à la technologie et qui font que ça devient beaucoup plus violent. Par exemple, l'agressivité dans un groupe de primates naturels, chez nos cousins chimpanzés, c'est évidemment dans une journée, il y a des conflits à résoudre en pagaille dans une troupe de chimpanzés. Mais chez l'homme, ça devient plus facilement, ça s'accentue avec la technologie qu'on a découvert, et on le voit, voilà, les guerres et maintenant les bombardements, etc. Et donc, on monte en même temps dans la violence devient de plus en plus dangereuse en utilisant euh, cette la technologie à mauvais escient. Alors il est temps, sans doute, maintenant que nous frôlons le danger, hein, la possibilité de vraiment arriver à l'extinction de notre humanité. Eh bien, il est temps de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente, c'est-à-dire cet état de perfection, ce paradis pour nos futurs descendants. Quand nous aurons pris conscience, quand l'humanité aura pris conscience de cette réalité, qui est une réalité selon moi, pardon, eh bien, elle aura plus de raison d'évoluer par antagonisme, par destruction et reconstruction, par, domination et subordination. Elle pourra décider, bon, bah, puisqu'on a un but qui est avéré, il faudra que la science l'avère évidemment, mais puisqu'on a un but avéré, eh bien on s'y met tous ensemble et de façon symbiotique, de façon coopérative. Voilà, on sait le faire, on voit maintenant que même les excès dans lesquels le moment présent se retrouve, on voit bien que là, il y a les deux forces qui sont en train de commencer à se réarmer, à reparler, à envoyer des coups de menton, les États-Unis et l'Occident d'un côté, et puis les BRICS et la Chine, la Russie, les pays, les ex-pays colonisés de l'autre, eh bien, on voit bien que c'est en train de se tendre. L'idée de fonctionner de façon universelle n'effleure pas encore les Américains. Ils veulent l'hégémonie, ils veulent la toute-puissance, ils veulent la domination. Et donc, ils deviennent très très dangereux à cause de ça, évidemment. Parce qu'ils ne cèdent pas, c'est pas des psychismes qui peuvent mettre de l'eau dans le vin pour,
pour accepter. De l'autre côté, c'est pareil avec les Russes. Les Chinois ont peut-être une philosophie déjà plus évoluée à ce niveau-là. Ils sont d'accord pour un multilatéralisme, ils en parlent depuis longtemps. Et donc, voilà, mais on voit bien qu'on est dans un moment de tension, mais c'est qu'un moment de l'évolution. Dans 50 ans, on aura dépassé tout ça. Alors voilà, on ne sait pas où ça mène, mais même si ça doit passer par une déflagration, on en a connu d'autres, 14-18, 39-45, et on a frôlé la catastrophe à chaque fois, mais l'humanité, elle utilise ça pour évoluer. C'est sa façon d'évoluer, c'est la façon d'évoluer quand on évolue de façon inconsciente. C'est valable pour un homme, un ado qui est inconscient et qui n'arrive pas à passer à mettre de la conscience dans son cheminement, ben, il va prendre des risques, il va aller faire des choses pour trouver sa place, pour comprendre les choses, eh ben, il va se faire taper sur les doigts, il va prendre des risques. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Tant que nous évoluons de façon inconsciente, on évolue de façon dangereuse. Alors, là, je vais entreprendre une écoute de podcast que j'ai écouté durant les dernières nuits, là, sur Avec Philosophie. C'est l'émission de France Culture que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Et bien là, la série était consacrée à Saint-Simon. Donc Saint-Simon, le philosophe du 19e siècle. Voilà. Et l'épisode, là on attaque sur l'épisode 2 sur 3, les Saint-Simoniennes. Ah non, c'était pas celui-ci que je voulais d'ailleurs. Alors je vais passer à Saint-Simon. Le futur, je pense que c'est celui-là, mais bon, ou c'est celui-ci là. Voilà, on va voir. Pourquoi lire Saint-Simon aujourd'hui? Allons-y, on lance et on fait le... 12 octobre au cinéma. Ne manquez pas One to One, John et Yoko. Alors maintenant, ils font de la publicité sur... ils font de la publicité aussi sur France Culture. Bon, bref, on aura tout vu, comme on pourrait dire. Alors, avec philosophie, pourquoi lire Saint-Simon aujourd'hui? Eh bien, justement, parce que ce désir d'unification, ce désir de paix universelle, ce désir de fonctionner de façon universelle, eh bien, le 19e siècle en avait l'intuition, en avait le désir, en avait l'aspiration. C'était valable chez Marx, c'était valable chez Saint-Simon, c'était valable chez Fourier, c'était valable chez Owen, c'était valable chez Proudhon, etc. À la suite de la Révolution, des philosophes comme Kant, puis surtout Hegel, avaient déjà cette vision téléologique de l'évolution. Et là, le progrès, à l'époque, au XIXe siècle, n'avait pas apporté les choses que le XXe siècle a fait avec ce progrès. Le 14-18, le progrès a été utilisé à mauvais escient. Les inventions des gaz, ils ont servi dans les tranchées pour se massacrer, les bombardements, etc. Donc l'homme a utilisé le progrès à mauvais escient et donc ça l'a dégoûté du progrès. Et 39-45, c'est encore pire. Donc à la sortie de ces deux guerres, l'idée d'un progrès positif a disparu
Voilà, mais c'était pas le progrès en lui-même qui est le problème, c'est l'humain, comment il utilise ce progrès. Et donc, si l'humain se réforme, le progrès devient parfait. On peut vraiment, science avec conscience, on peut y arriver. Et on peut aussi faire de la science sans conscience, évidemment. Euh, donc voilà, alors je lance, je pratique comme ça, je lance, j'écoute, je commente, si je sens que j'ai quelque chose à dire, et puis ça me permet en même temps d'éclairer la théorie que je développe. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Saint-Simon, l'atelier d'un visionnaire. C'est notre série de cette semaine consacrée donc au Saint-Simon qui a vécu à la charnière des 18e et 19e siècles, mort il y a exactement 200 ans. Ah, il était le cousin éloigné du mémorialiste Saint-Simon qui lui avait vécu à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Claude-Henri de Rouvroy, né en 1760 et mort en 1825, était comte de Saint-Simon, mais il a abandonné sa particule au moment de la Révolution française. Peu avant, il s'était engagé dans les armées de Lafayette, combattant pour l'indépendance des colonies anglaises d'Amérique. De retour en France, Saint-Simon avait montré de vrais talents de commerçant et de spéculateur et aussi une créativité surprenante, créant par exemple un jeu de cartes dont les rois étaient des génies, les dames des libertés et les valets des égalités. Mais surtout, c'était un insatiable curieux à l'âme théoricienne et inventive. Avant Hegel puis Marx, avant Auguste Comte et son disciple Émile Durkheim, Saint-Simon a pensé cette chose qu'est la société. L'importance de l'industrie naissante, qui produit et qui ne produit rien, qui opprime et qui est opprimé, ou encore pourquoi l'État paraît désuet, à l'instar des aristocrates qui continuent sous la Restauration à s'y lover, tels des profiteurs pour le moins inutiles et peut-être même nuisibles. Saint-Simon a marqué d'innombrables auteurs du 19e siècle. Et bon, voilà, alors, on rajoutera un peu de complexité dans les choses. Il y a 200 ans, il faut bien replacer c'est 200 ans, enfin je sais pas, de distance entre la pensée de Saint-Simon et aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut ajouter, on peut être plus doux. Et déjà, Saint-Simon, c'était un philosophe doux, on va dire, qui n'avait pas le côté révolutionnaire, le côté peut-être brutal qu'on peut retrouver dans le marxisme ou dans d'autres pensées. Mais voilà, ces oisifs dont il parle et qu'il combat en somme, eh bien, ils apportent aussi quelque chose s'ils existent, c'est qu'ils ont un sens, et peut-être justement aussi le sens de pouvoir les contester et donc d'animer de l'énergie combative dans l'humanité, par exemple. Siècle et aussi des mondes comme l'école polytechnique, au sein de laquelle il a recruté nombre de ses secrétaires particuliers. Le saint-simonisme a survécu à Saint-Simon, mais précisément, on peut se demander si cette filiation lui a toujours été fidèle. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, est né à Paris le 17 octobre 1760 et il est mort dans la même ville le 19 mai 1825. Mais est-il vraiment mort le soir de ce 19 mai, rue du Faubourg Montmartre? Il aimait à dire « je vis dans l'avenir », et en effet, l'avenir lui réserve une seconde vie dans l'imagination et par l'imagination des Saint-Simoniens, vie glorieuse du maître qui se substitue à la vie militante de l'homme, de sorte qu'il est bien difficile aujourd'hui de retrouver Saint-Simon tel qu'il fut, sous Saint-Simon tel que le saint-simonisme l'a vu. Henri Gouillet, philosophe français que vous entendez ici sur la RTF en décembre 1956,
soulevait bien ce problème du saint-simonisme qui a parfois déformé Saint-Simon. Ben, c'est le lot de tout un... Voilà, Nietzsche et toute pensée et peut-être frelatée d'une certaine façon, exaltée ou trop... Voilà, on peut y mettre toutes les émotions que le disciple va porter, en somme. S'il est exalté, il va amener quelque chose d'un peu excessif. C'est une des deux difficultés qui se posent à nous du dans ce premier saint-simonisme. épisode consacré aux lectures de Saint-Simon hier et aujourd'hui. L'autre difficulté, c'est l'image parfois donnée du personnage de Saint-Simon comme parfait mégalomane, image qui n'incite pas toujours à prendre l'œuvre au sérieux. Eh bien, à mon sens, je pense pas que quand on... je connais pas suffisamment bien son œuvre. J'ai lu un petit peu sa vie. Effectivement, il y a ce côté, il était sûr que sa pensée, que son travail, que sa réflexion avait du sens et était importante dans l'humanité. Il était juste... clairvoyant avec lui-même. Ce qu'il a fait, c'est époustouflant, il faut le dire. Donc, c'est pas mégalo. Son travail est mégalo parce qu'il est énorme. Voilà. Mais son psychisme n'était pas au-delà, même si, il avait une vision juste de lui-même, tout simplement. Après, les visions grandioses d'eux-mêmes, comme on peut le retrouver dans certaines formes de narcissisme, et qui ne correspondent pas à la réalité, c'est autre chose. Et là, à mon avis, ça correspond à la réalité. Monsieur le comte. 7 heures, monsieur le comte. 7 heures. Merci, Picard. Et que monsieur le comte me permette de lui rappeler, conformément à ses instructions, qu'il y a de grandes choses à faire. Il me semble que j'ai déjà entendu ce langage. Et alors, c'est clair que je me le dis pas, mais chaque matin, quand je suis bien inclus dans la mécanique universelle, et depuis 25 ans, et au tout début, c'était vraiment... Mais je me couchais avec l'envie de vite me réveiller pour me remettre au travail. J'étais dans une exaltation énorme. Donc je me disais pas, j'ai des choses importantes à faire, mais je me comportais comme quelqu'un qui pensait qu'il avait quelque chose d'important à faire. Et voilà, quand on travaille dans l'exaltation et la passion, c'est valable pour n'importe quel artiste. En réalité, n'importe quel écrivain, il est conscient qu'il a quelque chose d'important à faire. C'est ce qui fait que on peut travailler même si on n'y est pas contraint. Parce que voilà, l'écrivain, il n'est pas contraint en fait, à part oui, bien sûr, Jack London, il fallait qu'il écrive pour vivre, pour boire, voilà. Mais évidemment, il y a des choses comme ça. Mais globalement, l'écrivain, il est le philosophe, il peut pas faire autrement. C'est sa passion qui est à l'œuvre. Sais-tu qui me l'a tenu, Picard? Non, monsieur le comte. Charlemagne. Charlemagne lui-même, lors d'un songe que je fis lorsque j'étais emprisonné pendant la Terreur. Tu n'ignores pas, Picard, que les Saint-Simon descendent du grand empereur? Certainement, monsieur le comte. Oui, Charlemagne m'a dit, depuis que le monde est monde, aucune famille n'a joui de l'honneur de produire un héros philanthrope de première ligne. Mon fils, tes succès comme philosophe égaleront ceux que j'ai obtenus comme militaire et comme politique. Ensuite, il a disparu. C'est dommage, monsieur le comte. Écoute-moi bien, c'est Picard. Excellent, ça. C'est excellent. Une nation n'est autre chose qu'une grande société d'industrie. La politique est la science de la production. Mais si l'économie politique est destinée à devenir à elle seule toute la politique, encore faudra-t-il qu'elle soit fondée sur l'amour du prochain.
Tel est le véritable esprit du christianisme que je représente maintenant. Alors voilà, là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. 200 ans après, on voit bien que le système, le marché, il est encore à l'œuvre. Il est le progrès, la production, tout ça, c'est encore à l'œuvre. Mais on sent que ça y est, on a mis un pied à l'extérieur de ce grand mécanisme et qu'on commence à vouloir parler d'autre chose, de réduction, de sortir de la profusion, de sortir du gaspillage, de sortir de tout un tas de choses qui... on comprend que c'est que le progrès pour le progrès n'a pas de sens. On commence à le comprendre. Et effectivement, sur la mécanique universelle, j'essaie de démontrer que la perfection vers laquelle on tend, elle est hors du progrès. Le progrès, c'est juste un outil qui nous permettra d'atteindre cet état d'extase, mais qui n'a pas besoin pour qui la technologie, pour qui les objets, pour qui le travail, pour qui tout ça sera un handicap pour jubiler de l'existence. Donc ça sera dépassé, c'est juste un moment. Mais à son époque, évidemment, c'était très juste. Et alors le fait de pouvoir ajouter, de pouvoir amener l'amour du prochain, à travers le christianisme, mais un christianisme qui est dépassé, parce que c'est plus du religieux, c'est juste le fondement du christianisme, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, qui importe pour Saint-Simon. Eh bien, on voit que c'est ce qui a manqué sans doute à Marx, et c'est ce qui a fait que le communisme, le bolchevisme, le communisme avec l'URSS a loupé, parce qu'il a manqué la partie de l'amour. Il a manqué la partie que les spirituels amènent, justement. En voulant écarter le spirituel, ils ont écarté cette possibilité du sentiment et de l'amour. Et c'était l'échec. En réalité, si la révolution russe avait pris comme modèle le saint-simonisme, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Et peut-être que ça serait ça qui se serait imposé sur le capitalisme. Mais en réalité, voilà, c'est l'inverse. Mais tout simplement parce que c'est le capitalisme qui devait prendre le pas, en réalité. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes, c'est comme ça. Une archive d'une fiction de la RTF de 1958, écrite par Jean Rabault, intitulée « Les Saint-Simoniens ». Tout n'est pas faux dans cet exposé de la pensée de Saint-Simon, mais c'est enveloppé, comme vous l'avez entendu, dans une grandiloquence vaguement ridicule. Essayons de dépasser ces problèmes ensemble ce matin, au moins de les traiter pour de bon, avec 3 excellents connaisseurs. Bonjour Pierre Musso. Bonjour. Philosophe, professeur honoraire de l'Université Rennes 2, vous avez organisé un grand colloque à la Bibliothèque nationale de France en mai dernier pour le bicentenaire de la mort de Saint-Simon. Vous êtes un grand spécialiste de son œuvre et à présent vous publiez chez Fayard une toute nouvelle biographie de Saint-Simon passionnante. Elle sort le 15 octobre. Merci pour les épreuves que nous avons lues ici dans l'équipe. Bonjour Michel Rio-Sarcey. Bonjour. Vous êtes historienne, professeur émérite des universités. Vous avez publié à la découverte Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, ainsi que quelques années plus tôt chez Albin Michel, Le réel de l'utopie, essai sur le politique au 19e siècle. Je précise que Pierre Musso et vous-même, en décembre prochain, publiez un numéro spécial de la revue du 19e siècle qui s'intitulera Saint-Simon à la source du 19e siècle. Enfin, bonjour Margherita Pugnaletto. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorale à l'Université du Luxembourg. Votre thèse portait sur Saint-Simon. Et justement, je vous pose la première question. Est-ce que quand on est, comme vous, une jeune chercheuse sur ce personnage, la première chose à faire est-elle de fermer ses oreilles, à l'égard des générations de Saint-Simoniens qui ont suivi la mort de Saint-Simon ?
Oui, l'étude d'un auteur comme Saint-Simon qui ne structure pas systématiquement ses textes et qui aussi s'appuie sur l'aide importante de plusieurs secrétaires, notamment Augustin Thierry, Auguste Comte et Léona Lévy, pour bien mener ses travaux de rédaction, rend sans doute la figure de Saint-Simon difficile à décrypter. Et à comprendre ces textes. Cependant, il est possible d'évaluer les différents indices pointant, si on lit Saint-Simon, vers les éléments de cohérence dans représente sa pensée. Et en fait, Saint-Simon peut être lu à travers l'intégralité, en se focalisant sur l'intégralité de son corpus, donc en les lisant à partir de ses premiers écrits, donc par exemple La Société du lycée de 1802, ou Lettres à un habitant de Genève, surtout 1802-1803, avec l'objectif de confronter les concepts qu'il propose et comment il évolue tout au cours de son corpus. Et la méthode ne peut pas être seulement philologique, mais surtout historico-conceptuelle. Ça veut dire donc que les termes et catégories saint-simoniennes doivent être mis en relation avec ceux de ses contemporains. Par exemple, l'économie politique, on a entendu donc Jean-Baptiste, par exemple, mais aussi Jean-Baptiste ou Benjamin Constant, afin de faire apparaître les points de retour et d'originalité. Parce qu'en fait, Saint-Simon se situe dans la période post-révolutionnaire et donc dans ce débat qui est très riche et qui est considéré un laboratoire conceptuel. On l'appelle la Sattelzeit, donc l'époque charnière par Koselleck, si on reprend l'histoire conceptuelle. Et donc c'est ça, retourner son sentiment nous permet, à travers pas seulement lui, mais avec le débat, de prendre conscience et retourner, réévaluer la conceptualité moderne en retraçant la généalogie des concepts qu'on utilise dans la politique contemporaine, qu'on utilise dans notre quotidiennité, et analyser aussi donc les fondements et donc interroger la supposée universalité des concepts qu'on utilise en retournant sur comment ces catégories se sont produites et dans des contextes spécifiques. Alors, bon, là, on peut vraiment apprécier la performance d'une philosophe italienne d'origine italienne apparemment, qui maîtrise pas bien qui n'a pas dû avoir des années de pratique de la langue et qui pourtant parle d'une façon à un vocabulaire hallucinant, incroyable, et sans chercher ces mots, c'est tout simplement, c'est là où on voit le génie de certaines personnes qui ont vraiment des capacités incroyables. Alors même si c'était un petit peu difficile parce que l'accent n'a pas été, on pourrait dire, à la suffisamment. Je veux pas critiquer, hein, c'est pas une critique, mais en fait, ce qui va changer, ce qui va faire que l'accent va s'améliorer, est-ce que c'est pas justement le fait de baigner vraiment dans un pays pendant assez longtemps pour que l'accent se fonde à l'écoute des gens, dans le dialogue. Alors, est-ce que c'est ça ? Bon, bref, ça c'est une aparté, ça ne devrait pas être là, mais j'avais envie de souligner la pertinence et l'intelligence de ces phrases-là, même si c'était pas simple à entendre, à écouter. Pierre Musso, a-t-on découvert ces dernières années de nouveaux textes de Saint-Simon que la tradition saint-simonienne aurait peut-être négligé, voire qu'elle ne connaissait pas ? Évidemment, toutes les interprétations de Saint-Simon ont été construites depuis les Saint-Simoniens jusqu'aux années 2000, construites sur une partie de l'œuvre, sur une partie du corpus et sur une biographie mal connue, incomplète et sans connaître non plus la correspondance. Donc, les différentes interprétations ont pris tel ou tel texte, telle ou telle partie de l'œuvre, y compris les interprétations les plus pertinentes au-delà des Saint-Simoniens, et donc ont interprété toute la pensée de Saint-Simon à partir d'un élément constitutif de son œuvre. On a enfin, grâce à un travail collectif,
pu publier en 2012-2013 ce qu'on a appelé l'édition critique des œuvres complètes. Oui. Et notamment... Alors, moi, je fais vraiment partie de ces... et du pire à ce niveau-là, parce que c'est même pas à la lecture de ces fragments que je peux mettre mon grain de sel là-dessus. C'est vraiment que de l'intuition. Pour une grande partie, j'ai l'intuition que Saint-Simon, en ayant écouté quelques petites bribes par-ci par-là, en ayant lu quelques petits trucs, que Saint-Simon, c'était un génie de la pensée prospective, voilà, de l'intuition, de l'évolution, etc. Et de l'envie de faire évoluer vraiment le monde, d'arriver et d'éclairer l'humanité sur sa possibilité de fonctionner de façon universelle et de façon paisible et avec l'amour du prochain, etc. Bref, j'ai ce sentiment, mais c'est basé justement pas sur une lecture comme de ce monsieur en parle. Et il a raison. L'important, c'est qu'on a pu avoir accès à 3000 manuscrits qui avaient été dispersés, qui concernaient pour l'essentiel la philosophie des sciences. Et donc, c'est le tome 1 de ces œuvres. Manuscrits. Et ce qui permet de comprendre pourquoi beaucoup de commentateurs ont pu trouver chez Saint-Simon tantôt un fou bizarre, parce qu'on avait des textes incomplets, une biographie brinque-ballante, tantôt un génie, comme par exemple Maxime Leroy ou Durkheim avant, mais Maxime Leroy qui dit c'est le nouveau Descartes. Donc c'est le parangon du rationalisme. Et ce n'est pas vrai non plus, dites-vous. Ni l'un ni l'autre, ce sont des stéréotypes. On ne peut pas tomber dans un des deux excès. Je pense aussi que l'interprétation de Gouillet, qui est très intéressante, il a fait une grosse biographie, et sur les rapports contre Saint-Simon dans les années 30-40, 1900, et Henri Gouillet, qu'on entendait au début, a fait un travail d'érudition remarquable, mais en même temps, si je puis dire, pour liquider Saint-Simon et célébrer Auguste Comte. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il répondait, et ça a été un jeu permanent d'interprétation et de contre-interprétation de Saint-Simon, il répondait évidemment à Durkheim. Durkheim qui, dans ses cours de Bordeaux en 1895-96, dit « Saint-Simon, c'est non seulement le fondateur du socialisme, comme on commençait à le dire, mais de la sociologie. » Ce que ça, c'est vrai. Oui, ça, il faut le dire. Absolument. Et ce que Marcel Mauss reprend en 1928, quand il publie les cours de Durkheim, et donc Gouillet veut répondre à Saint-Simon, à l'interprétation de Saint-Simon par Mauss et Durkheim, en disant c'est surtout pas un grand philosophe, c'est un sociologue, je le laisse aux sociologues, et encore, c'est pas lui le fondateur de la sociologie, c'est bien Auguste Comte. Donc ce qui va se passer après-guerre, c'est que beaucoup de grands sociologues, je pense à Gurvitch, Pierre Ansart un peu plus tard, je pense aussi à Raymond Aron, vont célébrer Saint-Simon comme grand fondateur de la sociologie à nouveau dans la tradition. Donc ça, c'est un vieux bazar de l'université française qu'Althusser avait appelé, avait critiqué en disant les autodafés. On range un auteur dans une case, dans un tiroir. Donc il y a eu un double jeu sur l'interprétation de l'œuvre et du personnage, et un problème d'attribution. Est-ce qu'on le met en économie ? François Pérou, par exemple. Est-ce qu'on, sur sa tombe à Saint-Simon, au Père-Lachaise, il y a marqué économiste. Mais ça a été écrit après les obsèques. On ne sait pas trop par qui. Donc, est-ce qu'il est économiste ? Est-ce qu'il est sociologue ? Est-ce qu'il est philosophe, etc. Et c'est là où effectivement, c'est totalement... Parce que ça devrait... Bon, c'est comme ça que ça se passe, mais voilà, on le dit de Freud, ou voilà, c'est un psychanalyste, mais en fait, c'est aussi un philosophe, c'est aussi... C'est très difficile de juger comme ça, et faudrait rester sur quelque chose de basique, un penseur de l'humanité. Historien même. Donc Saint-Simon, c'est une pensée très complexe, et toute la difficulté, c'est de l'avoir réduite dès les Saint-Simoniens
Alors, juste sur les Saint-Simoniens. Alors, est-ce qu'elle est complexe ou est-ce qu'elle est ramifiée, sa pensée? C'est ça le... Je vous en prie. L'œuvre de Saint-Simon commence à être connue en 1832 par la première édition d'œuvres choisies d'Olinde Rodrigue, qui est son dernier secrétaire de 1823-25. Et Rodrigue avait récupéré les textes, y compris les manuscrits, donc il voulait faire une œuvre et il avait rompu avec les Saint-Simoniens. Mais en 28-29, donc 3-4 ans avant, les Saint-Simoniens, notamment sous l'impulsion d'Enfantin, du père Enfantin, Prosper Enfantin, Barthélemy Prosper Enfantin, et donc Enfantin avait publié avec Barrault, notre Émile Barrault, un ensemble de conférences qu'ils avaient tenues à Paris sur Saint-Simon, sur ce qu'ils ont appelé l'exposition de la doctrine de Saint-Simon. Ils ont réuni ça dans un bouquin qui publie en 30, qui a du succès, qui s'appelle La doctrine de Saint-Simon. Qu'est-ce qui s'est passé tout le 19e, à part les plus sérieux, Marx Engels ou Durkheim, ont lu Saint-Simon à travers cette exposition de la doctrine de Saint-Simon. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Très intéressant. Carrément. Donc ça a servi d'écran. Et l'écran, on va l'analyser. Ça n'avait rien à voir. Dans cette émission. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, c'est la première. Il va y en avoir d'autres. Et on voit à quel point c'est compliqué d'être juste en philosophie, dans la pensée, dans n'importe quelle... Et ma façon de voir tout ça, c'est une façon naïve, brouillonne et non universitaire. Alors, je ne sais pas comment on peut définir cette façon intuitive et on pourrait dire émotionnelle de m'intéresser à un auteur et d'essayer d'éclairer cet auteur-là. Bon, heureusement, le support, c'est quand même avec philosophie, cette émission de France Culture animée par Géraldine Moulman. Et là, c'est quand même solide. Ça, ça amène du solide un peu. Il y a du solide et il y a un peu mon délire par-dessus qui est saupoudré comme ça. Voilà, donc ça permet quand même de donner quelque chose de plutôt pas solide, mais disons avec un peu de justesse, on va dire. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute et puis à très bientôt.